si j'avais pas eu cet aspect-là, je pense que mon enfance aurait été beaucoup plus facile. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, en fait. Et moi, ma plus grosse peur, c'est la peur de l'abandon, tu vois. Il y a cet objectif de grandir ensemble. Ouais. Et grandir ensemble, c'est salarial, certes, mais c'est aussi évolution de carrière. La vérité, c'est que non, c'est que tu rencontres pas un grand succès dès ta création. Souvent, t'as 1 an, 2 ans, 3 ans de galère. Arrête de regarder LinkedIn. Le SMIC LinkedIn n'est pas du tout la réalité du monde. Mais si mon homosexualité et le fait que je le dis aujourd'hui aide vraiment d'autres à le faire et à aller de l'avant, et bah tant mieux. C'est quoi pour toi réussir, du coup? Pour moi, Si réussir, tu devais définir ça. je dirais réussir, c'est être heureux. Bonjour Déborah. Bonjour Déborah. Je suis ravie, c'est la première fois en 15 ans que j'interviewe quelqu'un qui s'appelle comme moi. Donc, écoute, pour un début à tout. Pour un début à tout, on est à Lyon aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais avant tout, j'aimerais savoir qui est et qui était la petite Déborah qui a bien grandi aujourd'hui. À l'époque, oh là là, la petite Déborah, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de rêves, qui rêvait d'être Ophélie Winter en grandissant. Donc j'ai bien changé. Tu n'as pas fait les couleurs de cheveux? Non, jamais, mais j'ai appelé tous mes animaux Ophélie et toutes mes poupées. Donc voilà, après, non, aujourd'hui je ne suis plus Ophélie Winter, j'ai grandi, devenue chef d'entreprise, mais la petite Déborah aujourd'hui serait fière de voir ce que je suis devenue, quoi. Je sais que tu as un parcours difficile, on va en parler. On a aussi une similitude dans notre parcours. Moi, c'était pas aussi jeune que toi, mais la perte d'une mère, c'est quand même un pilier dans une famille, surtout pour une femme, pour la construction de la femme. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé et comment toi tu l'as ressenti et que tu as grandi justement avec cette perte-là. La perte de ma mère, j'avais 9 ans. Donc oui, assez jeune comme tu as dit. Mais si tu veux, ma mère était très malade, donc j'avais pas en fait ce lien qu'on peut avoir avec une maman. Je l'ai pas vraiment eu étant petite. C'est plus mes frères et sœurs, notamment ma grande sœur, qui a été ce lien-là. Donc ça peut choquer des fois quand je le dis, mais la perte de ma mère a certes été difficile sur le tas, mais j'ai grandi avec tout l'amour possible qu'on peut avoir étant enfant, donc peut-être pas d'argent, mais au moins l'amour. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Quand on a l'amour, on a tout dans la vie. Donc la perte de ma mère a été dure sur les premières années, mais sur le long terme, je me souviens plus vraiment de ma maman aujourd'hui. Ouais. Tu avais quel âge, 4-5 ans? Non, j'avais 9 ans. T'avais 9 ans. J'avais 9 ans, donc tu vois, déjà à 9 ans, je m'en souviens pas, donc ceux qui la perdent à 4-5 ans, ouais. C'est encore différent. Je pense que c'est beaucoup plus dur de perdre quelqu'un quand t'es plus âgé, tu vois. Moi, mon frère, Mehdi, je l'ai perdu, j'avais 16 ans. Encore aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'à 16 ans, t'as eu le temps de créer des souvenirs. T'es ado. Exactement, t'es ado, t'as eu le temps de créer des souvenirs. Je me souviens encore de sa voix, je me souviens encore de lui. À 9 ans, je me souviens de rien, quasiment. Je trouve que c'est pas facile parce que c'est vrai que tu dis 9 ans, bon c'est quand même l'adolescence, mais 16 ans pour ton frère, je sais que tu as un parcours incroyable. On salue d'ailleurs Caroline avec un super podcast, on va essayer d'être complémentaires à ça. On va se remettre en position 10 ans. 10 ans, tu perds ta mère. Tu imagines comment le monde? Tu dis qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais grandir? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel métier je vais faire? C'est quoi? En fait, si tu veux, quand tu perds ta mère à 9 ans, je pense qu'à cet âge-là, tu te poses pas autant de questions. Moi, la seule chose qui était importante pour moi, c'était que j'avais cette figure qui était ma grande sœur, qui était déjà rentrée à la maison avant le décès de ma maman, qui a repris le flambeau et assez naturellement. Ce qui a été plus dur, par contre, c'était quand ma maman est décédée. Très rapidement, le juge a estimé que ma sœur n'avait pas les capacités au début à 18 ans de m'élever, donc il m'a envoyée chez ma tante. Et vraiment, ce retrait de ma famille, qui était mon cocon à moi, a été très difficile. J'ai vécu une année vraiment horrible parce que quand tu viens de perdre ta mère et qu'en plus on te retire de ce que tu as toujours connu, c'est pire que tout. J'aurais préféré qu'on me laisse avec mes frères et sœurs, même dans la galère. Même dans la galère, ouais. Exactement. Même si on avait été dans la galère, plutôt que d'aller dans une famille avec des enfants où, mine de rien, même si c'était mes cousins, je les voyais pas trop parce que ma mère les voyait pas trop non plus. Ça a été très très difficile pour moi et ça s'est très mal passé. Donc émotionnellement, c'était vraiment pas le bon choix. Donc si j'avais pas eu cet aspect-là, je pense que mon enfance aurait été beaucoup plus facile. Et ça, je le dis parce que c'est super important que les juges puissent comprendre aujourd'hui, parce qu'on est en 2023, que souvent enlever les enfants à leur famille, c'est pas le meilleur des choix. Même si la famille galère, même s'il y a des problèmes d'argent, l'amour est tellement important et le cocon familial est tellement important pour aider un enfant à grandir que prendre cette décision en se disant que c'est pour le bien-être de l'enfant, souvent ça peut le détruire plus qu'autre chose. Moi, ça m'a créé des peurs et des handicaps que j'avais pas avant. Et ton frère, il avait quel âge du coup quand t'as été placée?
Moi, quand mon frère, lequel de mes frères, parce que j'en ai deux, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Et ben les deux. Alors, mon frère Karim avait 16 ans et mon frère Mehdi, si je te dis pas de bêtises, il y a 2 ans d'écart entre eux, donc il devait avoir 18. Donc vous étiez pas ensemble? Non, mes frères et sœurs, eux, étaient placés et moi, je vivais avec ma maman. Et quand ma sœur Sabrina est rentrée à la maison environ 2 ans, 1 an et demi avant le décès de ma maman. Après ça, je m'en souviens pas vraiment, j'avais 9 ans, c'est plus ce qu'on me dit. Mais elle est rentrée 1 an et demi avant le décès de ma maman, donc elle avait 16 ans et demi. Et c'est elle qui a commencé à m'amener à l'école, qui a fait en sorte que je commençais à faire mes devoirs, enfin qui m'a redonné une qualité d'enfant que je n'avais pas eu jusque-là. Mes frères et sœurs, eux, par contre, étaient encore placés. Et c'est au décès de ma maman qu'on a tous été... Enfin, eux ont été réunis parce que le juge a décidé que ma sœur pouvait récupérer des enfants qui en avaient 16, 18... Enfin, 16, à l'époque, ouais, c'était 15, 16... et 18 ans presque 18 ans pour ma sœur Nadia. Mais moi, 9 ans, il a estimé que j'étais trop petite. Donc, ils se sont tous retrouvés ensemble et moi, je me suis retrouvée ailleurs. Ok, c'est ça que je voulais bien préciser. Ouais. Et du coup, comment tu grandis ton image de femme? Parce que quand on est adolescente, entre 10 et 18 ans, on essaie de se construire, on cherche une raison d'être, une manière de vivre, de s'exprimer. Comment t'as grandi avec tout ça? La construction, je pense qu'elle vient pas forcément d'un père et d'une mère. Je pense que la construction, elle vient aussi des personnes qui t'élèvent et qui sont là pour toi. Donc moi, cette construction-là, je l'ai eue avec mes frères et sœurs. Ma sœur Sabrina, elle a commencé à travailler tout de suite au décès de ma mère. Ma sœur Nadia, dès qu'elle a eu 18 ans, a aussi abandonné ses études et a été travailler. Et mon frère Karim, qui lui, à l'époque, avait 16 ans, il a commencé à me faire mes devoirs. Enfin, on a eu cet équilibre familial. Quand je suis retournée chez mes frères et sœurs, on a eu cet équilibre familial qui peut paraître bizarre pour d'autres, mais qui m'a vraiment permis de m'élever aussi. Et mon frère Mehdi, qui aujourd'hui n'est plus avec nous, lui vivait avec le papa de mes frères et sœurs qui est différent du mien. On n'a même pas le même père. Moi, je suis la demi-sœur, mais j'ai jamais ressenti de demi de quoi que ce soit. Ils m'ont toujours accepté comme j'étais et comme leur sœur à part entière. Tu nous as dit que ton lien était un peu spécial avec ton frère. C'est toujours une émotion qui est douloureuse. On ne se remet jamais de la perte de quelqu'un. Hein. Forcément, on y pense constamment. Si tu as envie, on peut en parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ton frère? Est-ce que tu sais, avec le recul, ce que tu aurais pu anticiper ou pas du tout? Parce qu'on peut pas changer les choses. Alors, si tu veux, mon frère Mehdi, il avait un handicap mental parce qu'à la naissance, il a eu un souci où il faisait des crises d'épilepsie et à plusieurs reprises, son cerveau n'a pas été irrigué correctement. Donc, il a eu un handicap physique qu'on ne voyait pas. Enfin, il y avait pas, quand on le voyait, on avait l'impression que c'était un homme. Mais dans sa tête, il avait 6 ans. Vraiment. Ce qui fait que nous, dans le quartier, par exemple, il jouait avec les autres enfants de 6 ans, sauf qu'il en avait 18, 19, 20. Donc on avait des parents qui nous disaient « Non, mais votre frère est un pédophile », parce que c'est dur de comprendre qu'un adulte dans un corps d'adulte avec une tête d'enfant puisse, il a rien à dire à quelqu'un de 18 ans. Ouais. Parce que pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec les voitures, d'aller jouer avec les enfants. Et ça, je pense qu'en grandissant, mon frère Mehdi s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas normal. Il s'est rendu compte que, quand il prenait le bus tout seul, par exemple, à plusieurs reprises, des gamins du quartier lui faisaient dessiner sur ses pantalons, lui volaient ses chaussures. Au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte que t'es aliéné des gens de ton âge. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on aurait pu faire. Pendant plusieurs années, je me suis dit, peut-être que si on avait été plus présent, moi, la veille de son décès, je me suis engueulée avec lui par téléphone. Ça, c'est des choses où je me disais, c'est de ma faute. Non. Je pense que mes frères et sœurs ont raison à un certain moment. Quand t'as 24 ans et que t'es toujours dans ta tête un enfant et que tu commences à te rendre compte des différences, que tes frères et sœurs rencontrent des gens, que tes frères et sœurs font leur vie, que tes frères et sœurs se mettent en couple et que toi, tu es à l'ADAPI, tu travailles avec d'autres personnes qui, entre guillemets, ont ces problèmes et ces soucis mentaux, je pense que tu te rends compte de ta différence. Et je lui en ai jamais voulu de s'être suicidée. Jamais. J'allais te poser la question, justement. Jamais. J'ai eu mal, très mal. Ça a été très dur pendant plusieurs années. J'ai eu beaucoup de mal à en parler. Enfin, même encore aujourd'hui, c'est difficile, mais non, je peux pas lui en vouloir. On envoie plein de bienveillance à toutes les personnes qui nous regarderaient et qui auraient perdu des êtres chers parce que la blessure est toujours là. Hein. C'est pour ça que je dis constamment, quel que soit l'âge, profitez des personnes qui sont là, réalisez aussi les rêves, qu'on va parler de ton parcours aussi d'entrepreneuse qui est incroyable, et faites-le sans attendre, parce que n'attendez pas la perte, une maladie ou une prise de conscience qui est parfois trop tard. Et moi, tu vois, on me dit toujours, tu dis trop je t'aime. Je le dis vite, facilement. Quand j'aime quelqu'un, je le dis, tu vois.
Typiquement, t'as des gens, ils vont te dire non mais tu peux pas dire à quelqu'un que t'as rencontré il y a 6 mois en arrière que tu l'aimes. Bah, moi par exemple, Caroline Mignot, je l'aime. Ouais. Nina Ramen, je l'aime. Maud Grenier, je les aime. Et je le ressens comme ça. Et j'ose leur dire. Même si ça fait que 1 an que je les connais. Parce que j'ai potentiellement, étant plus jeune, pas dit assez je t'aime à des personnes qui sont parties. Et je me dis, pourquoi quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est trop tôt? Pourquoi? Non. Quand t'aimes quelqu'un, faut leur dire, faut leur montrer. Il y a pas que le dire, il y a aussi le montrer, mais c'est super important. Ouais. Les gens que tu aimes, il faut qu'ils le sachent. Bah, oui, en plus dans nos sociétés du réseau social, des réseaux sociaux très virtuels, très attention, faut montrer que je suis lisse, que je suis bien, que j'ai gagné beaucoup d'argent, on va en parler après. Mais je trouve que ça fait sens et ce qui moi m'a étonnée, et j'ai eu envie encore plus parce qu'on s'est rencontrés par le biais de Clément et on le salue. C'est cette fluidité, cette sincérité. T'as une carrière incroyable, mais à 18 ans, à 17 ans, à 20 ans, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu décides de partir aux États-Unis. Bah, si tu veux, je pense que c'est assez simple. Quand mon frère se suicide, je me retrouve dans une situation où j'ai aussi un pilier de ma vie qui tombe. Nous, on est très famille, on est très cocon, on est 4 frères, enfin, on était 5 frères et sœurs, aujourd'hui on est 4. On était 5 frères et sœurs liés à la vie et à la mort, et sur ces 5-là, j'en perds un. Et mine de rien, ça a chamboulé ma vie, ça a fait, je le disais, ça a fait que j'ai pris je sais pas combien de kilos, je suis partie dans une boulimie, j'ai fait n'importe quoi, des choses très graves, qui ont fait qu'à un moment donné, ma sœur Sabrina m'a dit c'est où? Tu continues comme ça et dans 2 ans c'est toi qu'on retrouve morte, ou tu décides qu'il faut vraiment que tu changes d'endroit, d'air, même si tu t'éloignes de nous, au moins tu découvres quelque chose d'autre et que tu te rends compte que la vie n'est pas, parce que moi j'ai grandi à Saint-Étienne, la vie n'est pas que Saint-Étienne, tu vois, la vie peut être autre chose. Et du coup, tu vois, ça a résonné en moi et j'ai mis 2 ans à me dire il faut que je fasse autre chose. Et là, ouais, à 18 ans, je prends vraiment le globe terrestre, tu vois, mais littéralement, mais je te jure, je prends le globe terrestre et je dis où mon doigt pose, je vais, tu vois. Donc heureusement pour moi, il s'est pas posé au milieu de l'eau, mais mon doigt s'est posé aux États-Unis et à New York. Et tout le monde me dit ouais, c'est un mensonge, c'est pas possible, New York. Je te jure, Déborah, mon doigt s'est posé à New York. Je crois beaucoup, tu vois, je crois beaucoup au destin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, t'aurais pu être envoyé en Inde, t'aurais pu être envoyé. Non, New York, c'est quand même une ville qui fait rêver beaucoup de monde. J'ai cassé ma tirelire, j'avais 3000 balles dedans. Pour partir en tant qu'au pair, c'était 1005. J'ai dit, allez hop, let's go, je m'en vais. Donc, depuis mes 16 ans, je travaille tous les week-ends. Hein. T'imagines, je mettais de l'argent de côté tous les week-ends, mais sans savoir pourquoi faire, tu vois. C'est ça qui va motiver toute ta vie. Je suis persuadée. Alors, je dis pas qu'il faut galérer pour réussir, hein, parce qu'il y en a qui réussissent, qui ont de l'aide dès le départ et qui font des choses incroyables, parce qu'on peut faire de la merde avec de l'argent aussi. Clairement. Et c'est ça qui va te nourrir, c'est ça, cette rage, cette envie. On en voit plein. Cette motivation de dire, la revanche de la vie, et je vais ne jamais arrêter. T'es quand même un cas un peu à part parce qu'il y en a plein qui auraient arrêté en chemin, qui seraient tombés dans la délinquance, la drogue, etc., qui auraient dit bon bah c'est fini. Du coup tu arrives aux États-Unis et tu fais quoi comme rencontre? Bah, aux États-Unis je rencontre ma famille d'accueil, donc ceux avec qui je vais vivre pendant 2 ans. Et la mère à l'époque était enceinte, donc ils n'avaient pas encore eu l'enfant. Et on a eu la chance d'avoir cette rencontre avant que l'enfant arrive. Ce qui fait qu'on a créé un peu notre relation tous les 3, le père, la mère et moi. Au début, je sortais le chien, c'était tout ce que je faisais, tu vois. Mais très rapidement, en fait, si tu veux, quand ils ont appris à me connaître, en fait, moi, l'amour a été quasi immédiat pour cette famille. Et je pense qu'inversement, ils m'ont considéré comme leur fille dès le début, quoi. Ils le disent, hein. Moi, ma host mom, la mère d'accueil me dit tout le temps, j'ai 2 filles. Le père, pareil. Et pour autant, ils ont eu plein d'opères après moi, mais ça n'a jamais été cette connexion-là. Et en fait, ça a été vraiment un chamboulement dans ma vie parce que j'ai enfin découvert ce que c'était d'avoir 2 parents qui s'aiment. Parce que moi, depuis ma naissance, je n'avais jamais eu ça. Ma mère, je l'ai jamais connue avec un homme. Ma sœur, son copain l'a quittée quand elle a récupéré les 4 autres enfants. Donc, j'ai jamais eu cette stabilité dans une vie qui fait qu'on peut grandir en ayant l'amour autour de soi d'un parent de 2 parents qui s'aiment, tu vois. Et là, je l'ai eu. J'ai eu l'amour, j'ai eu l'argent, j'ai eu tout, en fait, tout ce que je n'avais pas eu depuis la naissance. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible, ça existe, c'est pas un mythe. C'est quand même cool de se dire ça, tu vois, à 18 ans, c'est pas un mythe que des gens peuvent s'aimer et grandir ensemble et avoir des enfants, tu vois. Comment tu arrives à vouloir récupérer, t'intégrer dans une société, dans un centre de formation? Enfin, explique-nous un petit peu ton parcours pro. En fait,
en partant aux États-Unis, j'étais partie en tant qu'au pair. Donc moi, le but, c'était vraiment d'apprendre l'anglais. J'étais très nulle en anglais avant. Je voulais l'apprendre. J'allais dire, comment tu arrives dans un pays sans maîtriser la langue? Non, moi, si je te dis l'une des premières choses qui m'est arrivée quand je suis arrivée à New York, je prends le bus, je monte dans le bus. Il y avait un mec à côté de moi, il me dit, j'entends, do you want a gun? Et je me dis, oh là là, je descends au prochain arrêt, c'est quoi ce pays? Gun, ça veut dire arme. Alors qu'en fait, il me demandait si je voulais un chewing-gum, tu vois. Ouais. Do you want a gum? C'est pas la même chose. Mais tu vois, typiquement, ce genre de choses, c'est très compliqué quand tu parles pas une langue. Mais l'anglais a été décisif pour moi parce que je me suis dit, quand je suis partie aux États-Unis, que j'ai appris l'anglais a un peu changé ma vie aussi. Donc ça a été, parce que je t'ai dit, je suis partie aux États-Unis, tu connais un peu comment je suis partie, mais c'est aussi parce que ma femme ne voulait pas de moi et que j'étais au fond du trou. Je me suis dit, je vais mourir. Là, j'arrive aux États-Unis, nouvelle langue, nouvelle famille, nouveaux amis. Ça me change constamment de mon habitat d'avant. Et quand je rentre, je me dis, je veux faire de l'anglais ma carrière. En fait, je savais pas comment, mais je voulais continuer à pratiquer l'anglais dans ma carrière. Donc j'ai commencé à travailler pour EF. J'étais entre l'Espagne et la France, parce que je parlais très bien espagnol. Je parlais pas encore anglais, j'étais pas dans l'anglais tous les jours, mais j'envoyais des gens en tant qu'au pair aux États-Unis. Et mes boss étaient anglais. Donc du coup, j'avais quand même ce côté international. Après, j'ai quitté EF pour partir dans une start-up dans le digital, et là, j'ai complètement arrêté l'anglais. Une start-up dans le digital qui était très franco-française, qui avait pour ambition de se développer à l'international, mais moi, je suis arrivée quand même, le projet était pas encore... Ouais, c'était un peu trop tôt. Exactement. Et là, je me suis dit, le franco-français, ça m'intéresse pas, je veux vraiment rester dans l'international. Et c'est de là où j'ai fini par rejoindre Maïs, centre de formation. Et quoi de mieux, Maïs My English School, ça a été, en fait, réunir les deux mondes qui étaient super importants pour moi. La communauté, l'amour de l'humain. Parce que le fondateur, Luigi, c'est comme ça qu'il me l'a vendu. C'est, nous, on a mis le stagiaire au centre. Et qu'est-ce qu'on va faire pour que le stagiaire soit heureux? Et à la fin de la journée, quand il finit sa formation, on veut que ce stagiaire-là parle de nous parce qu'il a vécu une expérience incroyable. Donc déjà, ça, tu me connais, ça me parle énormément. Et à côté de ça, en anglais, je me suis dit, il y a pas lieu d'être, c'est là où je vais, tu vois. Même si je touche moins d'argent, même parce que j'ai divisé littéralement mon salaire par 2, tu vois. Ouais. Je touche moins d'argent, mais c'est vraiment mes valeurs. Et tout le monde à l'époque me disait, mais t'es taré, tu quittes un job qui est bien payé, tu quittes pour aller dans un job où tu vas être un peu moins payé. Mais je m'en foutais, parce qu'à la fin de la journée, c'était mes deux valeurs qui étaient réunies. Et si je prenais pas cette décision à ce moment-là, j'aurais pas été OK avec moi-même. Et pour le coup, ma femme m'a suivi. Elle m'a dit, allez, let's go, tu vois. Alors qu'elle aurait pu dire, ça remet en question aussi notre équilibre familial, quoi. Bien sûr, tu te dis, finalement, il y a peut-être moins d'argent qui rentre. Ouais. Mais ce que tu soulèves, c'est la réalisation de soi, son envie, tu vois, ta passion, ta motivation au-delà de ça. On parlait en off de l'argent. Dire, est-ce que c'est quoi la motivation? C'est l'argent ou c'est vraiment comment tu te réalises et finalement tu fais que tes petits 10K, 100K, etc. Parce que là, en fait, limite, je dis pas que tu t'en fichais de l'argent, mais pour toi, la priorité, c'était pas ça, quoi. Non. C'était vraiment cette passion de l'anglais avec l'humanité, la relation avec le centre. Et tous les gens qui te connaissent, enfin, tous les gens qui me connaissent, qui te connaissent, que tu t'appelles Déborah aussi. Tous les gens qui me connaissent te le diront, j'ai toujours pris des décisions qui n'avaient pour eux ni queue ni tête de se dire, personne en général quitte son job pour aller vers un job qui est payé 2 fois moins bien. Personne fait ça. Bon, généralement, c'est dans l'autre sens. Exactement, dans l'autre sens. T'essayes de quitter pour aller vers mieux. Moi, je quittais pour aller vers ce qui était vraiment moi et mes valeurs. Et c'était plus important que tout. Parce que ça fait depuis 2018 que je me lève tous les matins, que je suis heureuse, que je suis avec mes collaborateurs. Même aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je pense que je touche pas aussi bien que je touchais à l'époque. Mais je m'en fous. Parce que je travaille avec des gens exceptionnels. Ouais. J'ai ma famille autour de moi. Et j'ai ce cocon qui fait que je suis heureuse de ma vie. J'ai ma femme, j'ai mon fils. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, en fait. Et moi, ma plus grosse peur, c'est la peur de l'abandon, tu vois. C'est la peur de retourner, certes, SDF, mais il y a quand même cette grosse peur de l'abandon qui fait que aujourd'hui, j'ai peu de gens autour de moi, mais les gens que j'aime et qui sont vraiment dans mon cercle, je pourrais tout faire pour eux. Vraiment. On appelle ça la dévotion. Ouais. Vraiment pour les gens qu'on aime. J'ai eu la chance de rencontrer Lise Bourbeau il y a quelques années, qui est une coach internationale qui a maintenant un peu d'âge avancé et qui parle des 5 blessures. Je sais pas si tu connais, elle a fait un livre il y a plus de 20 ans sur les blessures, donc je te l'amènerai avec grand plaisir. Et elle parle des blessures, c'est-à-dire qu'on est tous et toutes avec des blessures et la vie va nous envoyer des événements pour aller guérir nos blessures jusqu'après, selon les croyances des personnes. Ouais. Et en fait, il y a la blessure d'abandon. Donc en fait, tu t'incarnes,
tu vis des choses et en fin de compte, si tu regardes un peu ton chemin, c'est ce qui m'a fait sens quand j'ai préparé notre interview, c'est que cet abandon vient se rappeler à chaque fois pour dire attention, tu t'as bien travaillé sur toi. Bon, il y en a d'autres, hein, évidemment. Le rapport à la vie pro, vie perso, quand on est entrepreneur, homme ou femme, mais là on va parler de l'entrepreneuriat féminin, c'est pas facile. Des fois on fait des concessions. Souvent on se dit travailler en couple c'est plus facile, mais il y a aussi une séparation à faire entre on est au boulot, on est à la maison, et puis tu fais partie aussi de ces femmes qui sont pas forcément dans une vie classique. Quand je dis classique, parce que pour les gens, pour moi ce n'est pas classique. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah écoute, avant Julie, j'ai toujours été avec des hommes. J'ai rencontré ma femme et je suis tombée amoureuse. Littéralement, instantanément, je ne saurais t'expliquer. J'ai pas d'explication à ça. Je lui ai couru après pendant 5 ans. Donc mon amie Caroline Mignot te dirait, on fait une Julie, tu vois. Parce que faire une Julie, c'est faire poireauter 5 ans. Mais ça a été au tout début, ça a été la source de beaucoup de souffrance pour moi, de compréhension de qu'est-ce que c'était, pourquoi est-ce que je tombe amoureuse d'une fille comme ça sans raison, alors que j'avais jamais eu cette envie avant avec aucune autre fille. Le fait qu'elle me rejette aussi, qu'elle veuille pas de moi, ça a été beaucoup de souffrance. Ce qui a fait aussi que je suis partie aux États-Unis, je te le disais tout à l'heure. Ouais. Mais au final, à aujourd'hui, et pourtant, je suis en France, je suis dans un pays qui est très ouvert. Je sais que l'homosexualité peut déranger. J'en ai parlé. J'ai parlé de cette relation, de ma relation homosexuelle avec ma femme dans le podcast de Caroline Mignot. Ouais. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de soucis. Et là, j'arrive ce matin au bureau et tu l'as vu, hein, un tag sur la façade qui met cette rue est détenue par des Gwyn avec un cochon. Je pense qu'ils ont voulu faire Gwyn, un jeu de mots cochon et Gwyn. Et ça touche, ça fait mal. Enfin, tu vois, j'avais jamais eu ça avant. Ma femme, elle est plutôt du type de personne qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Et moi, je suis plutôt du type de personne, je veux pas me cacher et je veux être heureuse. Et si ça dérange des gens, ça les dérange. À la fin, Caro a raison quand elle dit, les gens, quand ils sont dérangés par ton problème, c'est le leur. C'est pas le tien, c'est le leur. C'est leur problème. Mais ils veulent pas travailler sur eux ou vous dire, qu'est-ce qui me dérange chez moi? C'est plus facile d'envoyer vers l'autre. Clairement, mais en même temps, tu vois, je m'en fous. Ça fait mal, certes. C'est choquant parce que c'est pour la première fois en 11 ans que je vois ça. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc je me dis, ça a dérangé des personnes, mais à côté de ça, si tu voyais le nombre de messages, le nombre de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit t'es incroyable, t'es vraiment superbe, ça t'envoie un boost d'amour. J'aurais jamais pensé qu'autant de personnes pouvaient m'envoyer autant d'amour et j'avais jamais connu ça avant. Et c'est assez incroyable parce que du coup aujourd'hui, quand je vois ce graffiti-là, ça me fait mal, mais d'un côté je me suis dit... en fait, on retient que la petite chose par rapport à les grosses actions. C'est toujours comme à l'école, comme les rencontres, comme les clients qu'on perd. On se souvient toujours le 1/10 qu'on perd alors qu'il y a les 9/10 qui sont là. Clairement. Mais si mon homosexualité et le fait que je le dis aujourd'hui aide vraiment d'autres à le faire et à aller de l'avant, tant mieux. Que je sois ce porte-parole avec grand plaisir. Et quelles que soient les différences, là on parle d'un sujet, mais il y en a plein sur les origines, sur les raisons sociales. Ton discours me fait vraiment penser à Dorit qu'on a interviewé il y a pas longtemps. Est-ce que tu penses qu'il faut militer, il faut être activiste, il faut le dire parce que il y a plein d'hommes et de femmes avec des différences sur la sexualité ou d'autres choses qui n'osent pas parce que leur boss ne le verrait pas bien, la société leur enverrait plein d'injonctions ou de difficultés. Qu'est-ce que tu penses? Il faut le dire haut et fort ou plutôt comme ta femme, il faut pas trop dire parce que c'est dangereux dans cette société? Non, moi, je veux pas me cacher. Moi, je veux pas vivre une vie en me disant non. Moi, je le dirais haut et fort. Et tu vois, on parle d'homosexualité. Je veux dire, on parle pas de choses atroces. C'est l'amour. Et à la fin de la journée, je parle d'amour, je parle pas de guerre, je dis pas prenez les armes et allez vous battre. Je parle d'amour. Donc si mon amour et la manière dont j'aime la femme avec qui je suis dérange, je m'en fous complètement. Je m'en fous vraiment complètement. À partir du moment, attention, où ça n'entache pas aussi ma femme, parce que ma femme c'est le plus important. Si moi demain ma femme me dit t'arrêtes d'en parler, je veux vraiment qu'on n'en parle pas, alors là oui, par respect pour ma femme, je ne le ferai pas. Mais ma femme ne me le demande pas, elle me respecte, elle sait qui je suis et elle sait très bien que à la fin de la journée, on parle de quoi? On parle d'amour. Sauf que les gens voient sexualité et pas amour.
Parfois. Hein, Mais voyons sexualité. J'ai une sexualité très très développée. J'en suis très heureuse. Et si ça les dérange, tant mieux. J'ai envie de dire. On parle d'amour dans tous les cas, amour sexuel Exactement. ou amour. On parle d'amour dans tous les cas. L'équilibre vie pro, vie perso, du coup, vous travaillez ensemble. Comment vous le gérez? Bah, très bien. On a chacune vraiment nos tâches. On mélange pas. En fait, on s'est dit si on commence à travailler ensemble, attention parce que ma femme, on dirait pas comme ça, mais elle a un esprit très fort. Faut pas la faire chier, tu vois. Mais elle est calme, elle est très introvertie, mais par contre, elle sait ce qu'elle veut. On s'est dit, si on commence à travailler ensemble, dans l'idéal, on a chacune nos développements, on a chacune nos parties de la société qu'on gère et on se marche pas l'une sur l'autre. Du coup, elle est vraiment sur tout l'aspect, elle va être vraiment sur tout l'aspect développement, mais côté marketing, site internet, SEO, SIM, mais aussi toute l'analyse chiffrée du groupe. Et moi, je vais plutôt être sur tout ce qui est développement des franchises et développement des centres de formation. Et ensuite, on a un troisième associé qui, lui, est responsable, qui est anglophone et qui, lui, est responsable de la partie pédagogique. En gros, si tu veux, à nous trois, on est vraiment sur tous les aspects de la société. Ouais, et ce qui est complémentaire. Exactement. On est vraiment complémentaires. Donc ça, c'est très beau. Mais à côté de ça, très honnêtement, on est amené à travailler ensemble, bien sûr, parce que tout ce qui est chiffres sur la société, tout ce qui est décision de développement, mais on est très intelligente et on s'engueule rarement. Enfin, contrairement à... Non, moi, je suis très heureuse de travailler avec ma femme. Enfin, si je ne travaillais pas avec Julie aujourd'hui, je la verrais jamais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en couple, justement, parce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée. D'autres, au contraire, estiment qu'ils sont trop ensemble. Nous, dans notre cas, nous, on est dans une société qui est en plein développement. Ça veut dire que moi, rarement, hein, je travaille 35 heures par semaine. Oui, ça, c'est un mythe. Ouais, tu vois, enfin, on te dit, oui, je fais 100 000 euros en travaillant 2 heures par jour. Ouais. Non, moi, je fais pas 100 000 euros et je ne travaille pas 2 heures par jour. Donc, peut-être que je suis pas dans les clous de la majorité des gens. Mais par contre, oui, je fais du 8 heures, des fois 23 heures. Des fois, je suis en soirée le soir pour faire parler de Maïs. Julie aussi. Mais par contre, on a cet équilibre familial. Enfin, ça, c'est une certitude. La majorité du temps, le soir, de 17 à 20 heures, je suis avec mon fils. Donc, je rentre à la maison. Si on m'invite à une soirée, on me dit ça commence à 18h30, tu sais que j'arriverai à 20h, 20h30. Parce que j'ai cet équilibre-là. Je fais tout ça. C'est simple, hein. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je bâtis, tout ce que je construis, c'est pour mes enfants. C'est pour mon fils. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Ah oui, c'est tout frais. Ah non, ouais. Mais il a chamboulé ma vie. Tu vois, avant, je faisais beaucoup dans l'idée d'aider ma famille, de grandir, de mettre mes frères et sœurs à l'abri. Ça, c'est toujours le cas. C'est mon rêve le plus cher, de pouvoir mettre tous mes frères et sœurs à l'abri. Ils ont donné beaucoup pour moi quand j'étais petite. Aujourd'hui, c'est à moi aussi de pouvoir faire ça pour eux. Mais mon fils, maintenant, est devenu ma priorité. C'est devenu mon tout. C'est le petit homme de ma vie, en fait. Donc, Tu aurais imaginé avoir un enfant ou pas? Ah, moi, j'en ai toujours voulu. T'as toujours voulu? Ouais. J'ai toujours voulu. Enfin, avec Julie, ça a toujours été... Peut-être pas au même moment, parce que moi, tu vois, avec Julie, on s'est mis ensemble, j'avais 23 ans. À 24 ans, je l'ai demandé en mariage, je voulais un enfant à 25 ans, tu vois. Ah oui. Julie, elle voulait qu'on profite un peu plus. Et je la remercie, parce qu'au final, on a bien pu profiter avant. On a eu notre fils, Sacha, qui est juste incroyable. Et non, c'est le soleil de ma vie. Enfin, j'ai construit aujourd'hui la famille dont j'aurais aimé, la famille que j'aurais aimé avoir étant petite. Bon, peut-être pas un père et une mère, mais 2 mères qui aiment et qui aiment leur enfant. C'est un petit enfant pour y gâter, le pauvre. Oui, puis il faut mieux avoir 2 parents qui s'aiment qu'un parent seul qui est en difficulté. Exactement. Dans quelques années, vous voyez comment professionnellement avec le centre, l'entrepreneuriat, professionnellement? Non, professionnellement, moi, Maïs, je veux en faire, j'ai pour objectif d'ici à 2030 que Maïs devienne le centre de référence à l'anglais en France. Donc Maïs My English School, demain, quand les gens te demandent formation d'anglais, je veux que ce soit nous. Donc ça va être un gros boulot. Là, on a 10 ans devant nous, on sait que ça va être décisif. Après 10 ans, je pense que je vais prendre un peu de recul. Je continuerai à être bien sûr le porte-parole et la voix de Maïs, mais je veux me consacrer beaucoup plus aux œuvres, à tout ce qui est caritatif. C'est super important pour moi. Je pense que d'ici 10 ans, j'aurai les moyens et j'aurai vraiment l'énergie d'aller aider les associations encore plus que je peux le faire aujourd'hui. Franchement, je dirais pas je veux être philanthrope, parce que pour moi philanthrope ça veut tout et rien dire. Certes financièrement je les aiderai, mais surtout humainement, parce qu'aujourd'hui on parle que d'argent dans l'associatif, mais il y a aussi beaucoup besoin d'humain, d'accompagnement, d'aide et d'être présent en fait.
Moi, je suis aujourd'hui la marraine aux côtés d'Amel Bent de l'association Réseau Amande, qui est pour toutes les maladies neurodégénératives. On a vraiment cet objectif de faire le premier centre médical en France pour les maladies neurodégénératives. Ça c'est mon objectif à 10 ans aussi avec Maïs. Et ensuite, d'y être, d'accompagner ces malades, de les écouter, de leur montrer qu'on peut les aider, qu'il n'y a pas que l'aspect financier en fait, il y a aussi l'humain. Tu m'as confié une petite anecdote sur Forbes, je voudrais qu'on en parle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur ta soirée ratée? Soirée qui n'aura jamais lieu en fait. Voilà, exactement. C'est comme si on nous disait t'as un trophée mais on te le donne pas. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit dans le mail. Dans le mail, ils nous ont dit vous deviez avoir une remise de prix qui n'aura pas lieu, mais ça n'enlève en rien les femmes extraordinaires que vous êtes. Non mais moi je veux ma remise de prix parce que moi quand je ramène les prix, je les ramène à la maison, je les ramène à mes équipes et on est tous contents et on fait la fête ensemble. Non bref. La soirée Forbes, c'est dommage quand même parce qu'on est 40 femmes, donc c'est le top 40 femmes Forbes de 2023. Et chaque année, en fait, Forbes fait des soirées où ils remettent la remise de prix, où on se rencontre toutes, parce que c'est quand même important. On est quand même sélectionné parmi les 40 femmes assez importantes en France. Ouais. Et ça te permet vraiment de te rencontrer vraiment. Et au final, la soirée a été annulée parce que dans le top 40 Forbes, il y a une femme qui s'appelle Rima Hassan. Je sais pas si tu la connais. Je la connais pas personnellement. Mais qui aurait fait des commentaires sur un conflit qui existe actuellement du côté du Moyen-Orient et Arthur, lui, le présentateur, a décidé que c'était pas bien et du coup il a écrit sur les réseaux sociaux l'endroit, l'heure où allait se situer la soirée et Forbes a décidé d'annuler pour cause de sécurité. Après m'a été dit qu'en fait potentiellement c'était Rima qui avait demandé à des femmes de venir pour soutenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je veux pas forcément savoir. Moi tout ce que je sais c'est qu'on est 39 autres femmes à ne pas bénéficier de cette soirée, à ne pas pouvoir se rencontrer parce qu'il y a eu ce conflit entre ces deux personnalités et ça enlève un peu la gloire à notre plaisir, clairement. Est-ce que ça a changé ta vie professionnellement? Forbes? Oui. Ouais. On se rend pas compte, hein. Moi, avant, tu vois, quand je regardais tous ces classements, je me disais, ça change rien. Folklore, ça change vraiment beaucoup. Moi, maintenant, aujourd'hui, on me demande d'être conférencière dans des événements. J'ai reçu beaucoup de demandes de podcasts. Avant Caro, j'en ai pas fait. Enfin, pour moi, Caro, c'était vraiment, c'est elle qui m'a lancée parce que, ça, je voyais pas l'intérêt. Caro est une amie. Elle m'a proposé ça. Je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment pas dire non et en même temps j'avais ce stress de me dire mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas. Tu vois, le jour du lancement je disais à Caro c'est normal, il y a pas encore beaucoup de vues, la pauvre je la stressais elle-même, tu vois, mais pour moi elle m'a fait confiance. Caro c'est quand même un pilier du podcast, je voulais pas la décevoir, moi décevoir Caro ça serait la pire des choses qui puisse m'arriver, tu vois, et au final non, ça s'est très bien passé donc tant mieux. Et là petit à petit j'en fais d'autres, notamment avec toi. Je suis ravie parce que du coup moins on en fait plus il y a de l'honneur quand même derrière. C'est ça, t'es la deuxième toi donc tu vois. Je suis honorée. C'est parce que j'ai vu le podcast que t'as fait avec Clément Godard de Icon et j'ai adoré. Clément, quand il me l'a partagé, j'ai dit putain c'est top. Puis je pose des bonnes questions, t'es super sympa, donc je me suis dit allez hop je le fais. C'est vraiment l'histoire de la personne. Tu sais, en marketing, on dit on a tous une histoire, on construit pour sa com, pour son entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre vraiment en mode introspection ce qui s'est passé avant pour arriver maintenant. Parce que on voit pas toutes les années de boulot, les années de galère. On voit ce qui brille. Je suis sûre que Caron pourrait dire mais non mais c'est bon, j'ai pas réussi en 6 mois. Ah bah non. Et c'est ce que les gens pensent. Non. En fait ça ne démarre pas comme ça. C'est pareil pour nous Maïs, on existe depuis 2018 et on a vraiment explosé courant 2021-2022. Moi, ce qui me fait rire, surtout, c'est quand tu vois des émissions en mode telle société, ils rencontrent un grand succès dès leur création. La vérité, c'est que non, c'est que tu rencontres pas un grand succès dès ta création. Souvent, t'as 1 an, 2 ans, 3 ans de galère à essayer de te faire connaître. Et après, oui, quand tu commences. Moi, Forbes m'a beaucoup aidé, mais avant Forbes, on commençait déjà à bien se développer. Mais Forbes a quand même été un bon boost, je veux pas mentir. Et Caro aussi, là, depuis le podcast de Caro, j'ai plein de demandes de formation. J'ai plein de DRH qui m'ajoutent sur LinkedIn, alors qu'avant, elle ne daignait même pas me répondre. C'était aujourd'hui, mais c'est incroyable. Là, on a besoin de former 15 collaborateurs, on pense que vous êtes le bon, et c'est super, et j'en remercie Caro. C'était pas le but à la base de faire ce podcast,
Mais aujourd'hui, je veux vraiment... après, je suis pas connue ni quoi que ce soit, mais si je gagne en visibilité, je veux aussi vraiment aller dans des podcasts qui sont moins connus. Et tu vois, Caro, je lui ai dit que si j'avais été visible à l'époque et toi non, bah je serais venue dans ton podcast. Et Caro, elle a vraiment cette même vision que moi, de pas donner de la visibilité à ceux qui en ont déjà, mais vraiment aider ceux qui sont un peu plus bas à être visibles. Et là, elle me l'a complètement donné, parce que pour le coup, j'ai beaucoup plus de retours là avec le podcast de Caro que j'en ai eu de Forbes, par contre. Bah, bravo pour ça, parce que souvent les personnes connues restent dans leur écosystème et dire on se gratifie entre nous, etc. Et justement c'est ce que j'aime avec ton approche. J'ai jamais rencontré, mais Caro aussi, je ressens ça, donc je trouve ça chouette. Et en plus on se soutient entre femmes, donc on est encore plus dans l'entonnoir. C'est chouette. Il y a plein de personnes, moi, qui me contactent. Alors, j'ai pas autant de contacts, mais qui me disent t'as super bien réussi, c'est trop chouette, tu dois faire 1 million, alors que non, pas du tout. C'est quoi pour toi réussir, du coup? Moi, pour moi, réussir, si tu devais définir ça, je dirais réussir, c'est être heureux. C'est être heureux dans ce qu'on fait et c'est partager ça avec les autres. Pour moi, la réussite, elle est simple. Partir du moment, vraiment, si même j'avais pas créé Maïs, si j'avais pas racheté Maïs, si c'était pas devenu ce que c'est aujourd'hui, qu'on était un tout petit centre et qu'on faisait pas 2 millions de chiffres, qu'on faisait que 100 000 euros de chiffres, partir du moment où les matins, quand je me lève, je suis heureuse et que je viens et que je travaille avec des gens que j'aime, j'ai déjà tout gagné dans ma vie. Pour moi, c'est ça la réussite. Est-ce que tu penses que pour réussir, il faut une communauté avant tout? Est-ce qu'il faut un bon produit? Ou alors il faut le filon de la personne qui va te propulser? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que je pense que c'est un peu un mélange des trois, tu vois. Mais primordial pour moi, c'est la qualité de ce que tu offres. Nous, à Maïs, moi j'ai un ami à moi qui s'appelle Arnaud Portanelli qui a créé Lingueo. Et Lingueo, je sais pas si tu les connais, ils sont incroyables. On s'entend très très bien tous les deux, parce que je pense que dans notre écosystème, on est les deux seuls vraiment débiles, entre guillemets, pour la majorité des gens, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que les gens soient heureux dans leur formation. Les métriques qu'on regarde le plus, moi la métrique que je regarde le plus, c'est les notes qu'on a sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, c'est primordial que si j'ai une mauvaise note, ça n'arrive pas, tu peux aller voir, mais si j'ai une mauvaise note, je veux comprendre qu'est-ce qu'on a mal fait. Parce que je veux pas que ça se reproduise, tu vois. C'est super important pour moi. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une mauvaise note avec l'ouverture de Mérignac, d'un de nos franchisés. Il y a eu un petit couac, on a eu une mauvaise note sur l'ouverture. J'ai appelé la personne, je lui ai dit, moi, je suis la fondatrice de la marque, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel a été votre ressenti. Et le mec, en fait, au final, il a tellement été choqué que la patronne l'appelle. Bah oui, parce que les grands groupes ne le font pas, ils s'en foutent. Non, mais moi, c'est primordial. Et je lui ai dit, mais moi, il est hors de question que vous soyez sur cette mauvaise note. Qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit, écoutez, je reviens. Moi, j'ai pris un avion, je suis allée à Bordeaux, je suis allée le rencontrer. Et finalement, il a fini par s'inscrire chez nous. Parce qu'au début, en fait, il nous a mis une mauvaise note juste parce que le premier rendez-vous s'était mal passé. Mais on était sur une ouverture, donc c'est un peu différent. J'ai pris l'avion, je suis allée le rencontrer, on a fait le point ensemble. Aujourd'hui, il est super content. On s'écrit encore sur LinkedIn, il me dit merci Déborah, c'est grâce à toi. Pour une personne, t'as beaucoup de gens qui auraient dit c'est pas grave. On a 4,9 sur 5 pour plus de 4100 avis sur les réseaux. Moi, je m'en fous pas d'avoir une mauvaise note. Et pour moi, c'est vraiment le métrique de la qualité qui va être le plus important. Après, bien sûr, le financier est important, parce qu'une société, je vais pas te mentir, je veux pas te dire on se fout de l'argent, bien sûr que non. Une société a besoin de tourner. Moi, j'ai besoin de bien payer mes collaborateurs, j'ai besoin que mes collaborateurs, ils aient pas du mal à finir leur fin de mois, tu vois. Je baserai jamais ma rentabilité sur le SMIC. Jamais. Pour moi, c'est inadmissible. Quand tu bases ta rentabilité et ta société, le fait que ta société fonctionne, ce que tu payes les gens au SMIC, non. Donc oui, on n'est pas dans les moins chers, on n'est pas dans les plus chers. À Maïs, on est dans le prix juste qui permet que tous mes collaborateurs soient bien payés, que la société se développe, qu'on ouvre des nouveaux centres et qu'on puisse permettre à des personnes de pouvoir suivre une formation de qualité. Aussi simple que ça. Je rencontre pas mal d'acteurs entrepreneurs qui ont des structures, pas forcément des centres de formation. Et c'est en train, je trouve, de basculer où on paye mieux ses collaborateurs, on prend mieux soin, on prend soin mieux d'eux. Voilà. Attends, est-ce que c'est en train de basculer ou est-ce que c'est pas les collaborateurs qui au final comprennent leur valeur? Et je pense qu'il y a une prise de conscience. Ouais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, si on n'avait pas évolué, si les collaborateurs acceptaient toujours des postes qui sont mal payés, au final, les patrons et le patronat n'auraient jamais changé. Nous, à Maïs, depuis 2018, on n'a pas attendu le Covid pour que les gens soient bien payés. Et en fait, au final, il y a vraiment ce changement d'esprit où aujourd'hui, les collaborateurs font partie intégrante de la structure. Et
moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que les sociétés s'en rendent compte depuis 2020, depuis qu'on a eu le Covid et depuis que maintenant, les gens ne veulent plus aller travailler dans les bars et être mal payés, ne veulent plus faire des boulots qui sont mal payés. C'est normal. Et en fait, moi, je suis contente de pas avoir attendu le Covid parce que après le Covid, j'ai perdu aucun de mes collaborateurs. Ils ont tous évolué en interne. La Maïs Greenhouse, chez nous, elle pousse très bien, tu vois. On est en développement. Voilà, Lolo que t'as rencontré, elle passe directrice de centre. Anthony qui est juste là, il passe directeur opérationnel. Ça fait 2 ans qu'il est là. Lolo, ça fait 2 ans. Elle est passée de stagiaire à directrice de centre. Je ne veux pas, je veux les gens quand ils rentrent chez nous, il y a cet objectif de grandir ensemble. Ouais. Et grandir ensemble, c'est salarial, certes, mais c'est aussi évolution de carrière. C'est exactement ce que j'allais dire sur est-ce que l'argent rend vraiment heureux. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer André Comte-Sponville, le philosophe hyper connu, et il disait que la génération, les jeunes générations après nous, n'ont plus du tout cette motivation de il faut faire une grande carrière, faut souffrir pour gagner de l'argent. Tu sais, nos parents c'était ça, c'était ouais, bien sûr. Il faut que tu trimes, attention, et puis après t'arrives cramé à la retraite. Clairement. Et tu profites plus. Et je trouve que ça vraiment ça bascule dans la nouvelle génération, des jeunes générations. C'est on prend conscience qu'il y a la notion avant l'argent de plaisir et de réalisation de soi. Et c'est ce que tu nourris. Donc c'est ces sociétés qui donnent un sens vraiment aux acteurs parce que vous êtes ensemble et la réussite de la société c'est aussi toutes les personnes qui constituent. Bien sûr. Et cette notion d'argent n'est plus vraiment au centre de l'attention. Cette notion d'argent n'est plus vraiment au centre de l'attention, mais tu vois, elle est toujours du côté de l'État. Oui. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, tu vois, moi, ça me fait mal tous les mois. Quand je verse les salaires, quand je paye mes charges et que je me rends compte du montant que mes collaborateurs touchent à la fin de la journée. Parce que je me dis, et tu vois, ça, je suis très transparente avec mes collaborateurs. Moi, si je pouvais, tous les mois, je donnerais l'équivalent des 6 000 € que je donne par salaire pour les collaborateurs. J'aimerais leur donner à eux, tu vois. Et ça, je trouve que c'est dommage. Après, certes, on est dans un pays et je paye mes impôts en France. Moi, je le dis, pour moi, dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent, on me proposait déjà de devenir luxembourgeoise. Il en est hors de question. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Non, il en est hors de question. Pour moi, on doit payer nos impôts en France. J'irais même encore plus loin. Si demain, j'étais en politique, né en France, tu es français, je ferais comme les États-Unis. Peu importe où tu es dans le monde, tu ne peux pas renier ta nationalité et tu devras payer tes impôts à la France. Parce que nous, en plus, au-delà des États-Unis qui, eux, ne payent rien pour les gens, nous, on paye tout. Tu fais ton université, tu finis l'université, la France a tout payé pour toi et tu vas donner ta valeur à l'étranger. Hors de question. Ça, ou alors tu rembourses l'équivalent de tes études. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pour l'État qu'on a. La France est magnifique, c'est un pays incroyable. Les gens qui ne voyagent pas ne se rendent pas compte de la chance qu'on a d'être dans le pays dans lequel on est. Vraiment. Mais à côté de ça, en tant que mes collaborateurs, tu te dis, je paye beaucoup de charges. 66% de ma société retourne à l'État. Hein. Tu vois, tu te rends compte quand même. Ça te donne une idée. Je suis à 49, mais tu vois, il y a pire. Non, 66. Avec les collaborateurs, ça va vite. Puis nous, on est non assujettis à la TVA, donc on a les taxes sur les salaires. Et puis, mieux on paye nos collaborateurs, plus ils nous taxent. Et ça, je trouve pas normal. Moi, je trouve pas normal qu'aujourd'hui, en France, on ait des avantages fiscaux pour les sociétés quand on embauche des gens au SMIC. Si moi, j'embauche quelqu'un au SMIC aujourd'hui, le SMICard, entre guillemets, pas péjoratif, va me coûter 1 600 €. Je donne à quelqu'un 1 500 net, il m'en coûte 3 000, voire 3 200 dans mon cas à moi. C'est pas juste. Tu vois? Moi, je partirais du principe, plus tu payes tes collaborateurs à leur juste valeur, et moins tu devrais payer de charges sociales. Et là, on verra vraiment si les sociétés baseront leur réussite sur le SMIC. Les personnes haut placées nous écoutent, il y aura peut-être des changements, hein, j'aimerais bien. J'espère, je vais leur faire parvenir. J'aimerais bien. Je vais envoyer à tous les cabinets. Du coup, ça nourrit ma réflexion. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui disent j'ai fait 1 million, j'ai fait 100 000, j'ai fait 10 millions, j'ai réussi. Mais quand tu regardes vraiment, parce que j'ai pris le temps à un moment donné, tu sais, t'as l'effet de stress en disant mais toi tu fais pas grand chose, hein, t'es une petite grenobloise, lyonnaise, on fait pas grand chose. Mais en fait, la plupart, bien 80%, sont tous à l'étranger. Donc ça illustre complètement ce que tu dis. Donc en fait, j'ai envie de dire si on rééquilibrait sur le même niveau déjà sur une base et une base de ce qu'on gagne. Est-ce que on fait comme bénéf? Parce que je le répète à chaque fois parce que c'est juste énorme. Il y a des gens encore qui ne comprennent pas. Si tu gagnes 1 million, tu ne gagnes pas 1 million dans ta poche. Hein. Ah bah non. T'as plein de choses à payer. Derrière. Enfin nous parce qu'on est en France. À Dubaï, tu gagnes 1 million, t'as 1 million dans ta poche. Ouais. Et moi, je trouve ça inadmissible, en fait, parce que c'est tellement simple demain d'aller à Dubaï et de jouer sur la sécurité, parce que, mon Dieu, en France, tu comprends, moi, je me suis fait taguer un Gwyn sur ma façade. Oui, à Dubaï, c'est simple, hein.
Moi aujourd'hui, je suis en train de monter un truc à Dubaï avec des amis où en gros on va faire de l'achat immobilier à Dubaï parce qu'à Dubaï il y a un gros marché sur l'immobilier. Tout le monde me dit mais crée ta société à Dubaï. Bah non, moi je crée ma société en France et ma société en France détiendra mes biens à Dubaï et je paierai mon impôt en France. Ça, mais vraiment, si je suis une aliénée. Ah mais c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Je suis une aliénée. Moi, quand j'en parle à mes collègues, qui sont chefs d'entreprise, ils me prennent tous pour une folle. Mais moi, je dois énormément à la France. C'est-à-dire que ma mère est morte, j'avais 9 ans. J'ai pu aller et j'ai pu faire mes études jusqu'à mes 26 ans. Tu vois ? J'ai fait des masters qui ont tous été financés. Si ma mère était morte quand j'avais 9 ans et que j'étais dans d'autres pays, je vais pas en citer quelques-uns, je t'assure que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse grâce à la France. Tu dirais quoi à un entrepreneur qui se lance? Quel conseil tu lui donnerais t'as un jeune de 18 ans qui, quel que soit le domaine, peu importe, parce que ça soit un produit, un service, c'est encore différent. Bien sûr. 2-3 conseils clés. Moi, la première chose que je lui dirais, c'est de se faire confiance. Parce que souvent, on va demander à droite à gauche qu'est-ce que les gens pensent de notre projet et on va avoir des retours qui vont peut-être nous faire douter. Si tu penses que c'est une bonne chose, fais tes études et fais-toi confiance, tu vois. Fais tes études de marché, fais-toi confiance. La deuxième chose, arrête de regarder LinkedIn. Le SMIC LinkedIn n'est pas du tout la réalité du monde. Tu pourras très bien gagner ta vie en tant qu'entrepreneur. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, la balance vie-travail, tu vois. Est-ce que tu veux passer tes journées à faire du 6h, 23h30 pour gagner 30, 40 000 euros par mois? Ou est-ce que tu veux te dire, je gagne, 5 000. Tu sais, il y a une étude qui prouve qu'au-delà de 5 000 euros, on n'est pas plus heureux. Donc, je connaissais pas, tu vois. Donc tu gagnes 5 000 euros par mois, mais au moins tu as une vraie balance dans ta vie. Et la troisième, paye tes impôts en France. Parce que grâce à toi, c'est des tonnes et des tonnes de personnes qui vont pouvoir devenir entrepreneurs, des tonnes et des tonnes de Français et non-Français qui vont pouvoir étudier en France, et c'est vraiment la beauté de notre pays, quoi. Dans 15 ans, tu te vois où? C'est une question dure, ça. Je me vois beaucoup plus proche des malades. Tu ferais quoi Moi, dans le cadre du réseau, de l'association Réseau Amande, je travaille avec Marguerite Garcia, qui est une femme incroyable, qui a créé cette association il y a déjà quelques années, bénévole. Elle fait ça parce qu'elle a eu de gros problèmes de la maladie de Huntington dans sa famille. Et elle m'a fait rencontrer des malades. Et on se rend compte, encore une fois, qu'on a de la chance d'être en France, mais on n'a pas assez d'aide. On n'a pas assez d'aide. Aujourd'hui, 100% de l'association est financée par les fonds privés. On est considéré comme une trop petite association pour qu'on puisse considérer des aides de l'État. Et moi, quand je vois tous les impôts que je paye, j'aimerais que des associations comme elle puissent toucher des aides et que des associations qui déjà font des millions et dont les présidents se versent du 300-400 000 à l'année, parce que c'est ça aussi, moi, qui me gêne aujourd'hui en France. On a des associations dont je nommerai pas le nom, mais quand on regarde les rémunérations de ceux qui les dirigent, on est sur des rémunérations à 300-400 000 euros par an. Pour moi, c'est pas faire de l'associatif, ça. C'est pas faire du but non lucratif. Et à côté de ça, tu as des associations comme celle de Margot, qui se battent tous les jours, qui ont vraiment ce projet d'ouvrir ce centre médicalisé, le premier en France, et elles reçoivent 0 aide de l'État, parce qu'on est considéré comme trop petit. Mais moi, quand je rencontre les malades, même à titre personnel, moi j'ai déjà les malades, tu vois, la maladie d'Huntington, je sais pas si tu connais. C'est une maladie qui est très compliquée, c'est une maladie qui est souvent héréditaire. Tu peux avoir tes 4 enfants qui sont atteints de cette maladie. T'as pas beaucoup d'aide de l'État. Les associations sont pas très connues dans ce domaine-là. Moi, je le vois à titre personnel, je paye des voyages à ces malades, j'essaye de faire en sorte de les changer de leur vie courante. Certes, j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Tu vois, j'ai fait partir une famille à Djerba pendant 4 jours. Ça les change de leur quotidien. On se rend pas assez compte de l'importance de les changer de leur quotidien, en fait. Et au-delà de ça, je me dis, je me vois faire ça plus tard. Je me vois vraiment aider, être dans l'humain, aider ces familles-là qui sont dans le besoin, aider aussi à acheter des fauteuils électriques quand ils en ont besoin, aider à plein de petites conneries, mais que pour toi sont des conneries, entre guillemets, mais qui changent leur vie. Et qui finalement fait une boucle avec ton histoire. Vertueuse. Donc vertueuse. Mais j'en ai des projets comme ça, j'en ai des tonnes. Je veux faire une maison de retraite pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le prix des maisons de retraite, c'est une honte. Aberrant. Moi, je me vois acheter un grand champ avec des petites maisons dedans. Ils peuvent déplacer leurs apparts dans les maisons, finissent leur fin de vie tranquille, ça leur coûte rien du tout. C'est l'auberge espagnole des seniors. Ah, mais je te jure, avec les enfants, les animaux et enfin, tu vois, tout ce qui est médical, ils viennent chez eux et ils n'ont pas l'impression d'être dans une vraie structure. Et le deuxième qui me tient vraiment à cœur, mais ça vient de mon enfance,
J'aimerais, quand je serai vraiment riche, si un jour ça arrive, j'aimerais acheter des immeubles en plein centre-ville dans les villes, mais vraiment des grands immeubles, et y loger des personnes en situation précaire, des SDF, 1 € symbolique par mois de loyer, mais les aider à reprendre une vie active. Ça, c'est mes 2 gros projets. La maison de retraite pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qu'ils aient une fin de vie décente, et les personnes qui n'ont pas de logement, pouvoir se remettre en lice et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir un toit, et un vrai accompagnement, hein, pas simplement leur donner un toit, les aider à reprendre l'embauche, à reprendre une vie, parce que souvent les personnes sans domicile fixe sont complètement déconnectées de la réalité, et on leur dit mais il pourra aller bosser. Ouais, mais aller bosser, ça veut dire ne pas arriver en ayant des habits qui sont de mauvaise qualité, en ne sentant pas vraiment très bon des fois pour certains d'entre eux. Faut leur donner cette stabilité-là, les remettre dans la société. Des projets inspirants, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui vont nous dire waouh, ça fait sens. Et puis, même si tu réalises pas tout, déjà le fait de mettre un petit pas, tu sais, comme le colibri de Pierre Rabhi qui dit, bah au moins, moi, je pourrais pas avec mon petit bec mettre un peu d'eau dans tout l'océan, mais je le fais un petit peu, je fais ma part. Mais c'est ça, si chacun d'entre nous fait sa part, je te jure qu'on peut faire énormément de choses. Mais le problème aujourd'hui, c'est la précarité en France. On s'en rend pas compte, mais nous, le nombre de personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, on les voit. Hein. Et je trouve ça dommage. Enfin, on est dans un beau pays, il faut aujourd'hui qu'on arrive à donner une qualité de vie aux gens qui travaillent et qui... Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est pas des gens qui ne font rien, c'est des gens qui travaillent et qui aujourd'hui ont du mal à s'en sortir et à mettre à manger dans leurs assiettes, quoi. Et je trouve ça ahurissant. Enfin, moi, ça me dépasse. Et ça, j'aimerais, j'espère qu'un jour on trouvera cette solution miracle qui fera que tout le monde mange à sa faim et que les gens surtout qui travaillent et qui... Enfin, t'as des gens qui ne travaillent pas aujourd'hui et qui arrivent à mieux s'en sortir que des personnes qui travaillent. Ça, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et t'as des personnes qui sont en situation de handicap, comme ma sœur, qui n'ont quasiment pas d'aide. Et ça, c'est pas normal non plus. Parce que quand moi, je l'aide, je suis taxée sur ce que je lui donne. Tu vois, l'État n'est pas capable de lui donner un minimum vital. Bah, je vais lui mettre à disposition un appartement et on va me dire, ah bah oui, mais c'est du don. Ou, non, c'est pas du don. C'est simplement vous assurer à vous que vous n'avez pas à dépenser un logement. Tu vois, ça, c'est des lois qui devraient changer. Quand dans une famille, tu as des écarts de salaire si importants et que tu as des personnes qui veulent aider les autres, il faut laisser faire. Il faut arrêter de voir du don déguisé de partout. On peut faire les meilleurs produits, prestations, inventions. Si t'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Exactement. T'as tout dit. Avant de nous laisser, j'aimerais que tu parles à la petite Déborah, pas moi. J'allais dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Déborah? Dis-moi. Non, en effet miroir, la petite Déborah de 10 ans, de 9 ans en fait, parce que dans ton histoire c'est significatif. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Ben, je pense que je lui dirais qu'elle va s'en sortir et de ne plus avoir peur du noir. Merci pour cet échange. Merci à toi. C'était passionnant. Je suis ravie parce que je me nourris, je découvre vraiment en profondeur les personnes et j'espère que toutes les personnes qui nous regarderont découvriront et auront autant de force que ce que tu as partagé, autant de gratitude envers la vie parce que tu aurais pu vraiment lâcher le coup plus tôt. Bravo. J'ai été très bien accompagnée, j'ai des frères et sœurs en or. Je le dis, j'ose le dire. Je pense que beaucoup de personnes ont la même vie, voire pire que moi, et non personne. Donc entourez-vous des bonnes personnes et ayez confiance comme tu le disais. Merci à toi Déborah en tout cas. Merci.